30 décembre 2025, la République démocratique du Congo, nous finissons l'année ainsi, une année qui a connu trop d'événements qui ont marqué cette année et dont nous allons d'abord en relever des événements politiques avec notre invité de ce jour qui n'est pas un moindre. D'ailleurs, voilà que vous les citoyens, les compatriotes qui ont eu leur temps à m'appeler depuis très loin, voilà, je vous avais promis que je serai avec lui et je suis très heureux de terminer cette année par ce grand numéro parce qu'il s'agit bien de Joseph Edeba, président de Force républicaine du Congo. On est avec lui, on va partager ces quelques sujets retenus pour ainsi boucler cette année. Nous sommes déjà à jour J, carrément -1 ou -2. Aujourd'hui le 30, nous l'avions signifié, demain le 31 sont les adieux de cette année. Et nous disons d'emblée bonne fin d'année à tout le monde et particulièrement ceux qui se donnent à rechercher les bonnes réflexions pour faire avancer la République démocratique du Congo. Et nous nous sommes donné cette obligation ou cette discipline-là. Ça ne sert à rien de vous offrir un plateau qui vous fait que du bruit, mais plutôt, il faut des réflexions, des idées qui nous amènent tous ensemble de réfléchir et d'accompagner ceux qui ont les différentes responsabilités, c'est-à-dire là où ça ne marche pas de façon normative, eh ben, il faut savoir comment relever ces failles-là, que ce soit des failles de gouvernance ou des failles sur tous les plans. C'est ça qui fera la force de la République démocratique du Congo et de ce peuple qui est tenu à obéir à ce vouloir vivre ensemble qui est une vision très lointaine de Patrice Emery Lumumba. Joseph Edeba, merci d'être venu dans ce programme Rendez-vous pour partager ainsi quelques sujets au regard de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, cher aîné Henri Tchimbalanga. Vous êtes quelqu'un que je dois beaucoup de respect de par votre professionnalisme. Je vais profiter de ces micros pour le dire très haut que si nous avons des intelligences dans le domaine du journalisme, nous devons compter aussi sur vous parce que vous faites preuve non seulement des analyses cohérentes, mais aussi d'un arbitrage des qualités qui, n'est-ce pas, a pour objectif de relever les qualités des débats que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Tout d'abord, il faut le retenir que c'est une grâce de vous avoir parmi nous et aussi c'est une grâce de partager avec vous ce plateau. Merci déjà de l'invitation. Je profite à cette occasion pour, n'est-ce pas, souhaiter aux Congolais une bonne fin d'année, mais aussi le vœu meilleur pour 2026. Cette année qui ne nous doit absolument rien, mais c'est à nous de donner à cette année-là n'est-ce pas, un sens de progrès, un sens d'un Congo debout, un sens de progrès pour, n'est-ce pas, favoriser, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population qui se retrouve disséminée ça et là. Un grand plaisir en tout cas de vous retrouver sur ce plateau pour que nous puissions discuter de l'actualité. Merci beaucoup à Joseph. Je prends avec les deux mains tout ce que vous avez dit à mon endroit et je pense que on travaille ce métier, c'est-à-dire on travaille, c'est pour les autres et on est prêt à recevoir toutes les remarques, qu'elles soient positives ou négatives. Cela fera que nous puissions nous y accommoder. Joseph Edeba, 2025, nous l'avions ainsi annoncé, a connu plusieurs événements, mais sur le plan politique, nous avons retenu 2 ou 3. On commence par celui-ci. Création Sauvons le Congo, une structure qui a vu porter à sa tête Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Alors la question, est-ce un mouvement d'espoir ou un mouvement de trop? Alors, la question elle est très pertinente. Je crois que
très peu d'analystes politiques s'y sont apaisantis afin d'éclairer les lanternes de la population. Je dois rappeler ma position. Je suis le président national du mouvement Force républicaine du Congo. C'est un mouvement qui œuvre depuis plus de 6 mois en République démocratique du Congo, qui a pour objectif de militer pour remettre les Congolais au centre du développement, mais aussi pousser les dirigeants à poser des actes responsables qui, n'est-ce pas, impactent la vie de notre société. Et notre mouvement politique œuvre déjà et pose des actions sur terrain. Mais alors, sur ce point, il faut que nous puissions analyser les faits. Le mouvement Sauvons le Congo, tout d'abord, c'est un mouvement qui a été créé par plusieurs, même ceux et celles qui n'étaient pas présents à Nairobi. C'était une révélation. Je vais ici citer Ensemble pour la République. Ensemble pour la République a participé aux travaux de la mise sur pied de Sauvons le Congo. De la mise sur pied de ce mouvement politique Sauvons le Congo. Mais Ensemble ne s'y est pas présenté à Nairobi. À Nairobi. Donc, il a quand même travaillé en amont, mais politiquement, il a pris un peu de recul, observant, n'est-ce pas, comment les choses avançaient. Et il s'est rétracté quelque part. Et la conséquence, c'est que Ensemble aujourd'hui n'est pas suspendu comme d'autres partis politiques qui se sont vus, n'est-ce pas, se dresser comme de l'épaisseur à Joseph Kabila, qui d'une manière ou d'une autre est en guerre ou en conflit avec le pouvoir en place. Vous savez, je l'ai dit ailleurs, je le dirai aussi aujourd'hui ici, l'équation Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi est une équation à part. Une équation qui engloutit plusieurs qui y vont sans prudence. Cependant, parlons de Sauvons le Congo. Pourquoi Sauvons le Congo? C'est pour que, n'est-ce pas, selon ce qui a été écrit, ce qui a été communiqué, nous puissions militer pour, n'est-ce pas, restaurer l'autorité de l'État, mais aussi favoriser la mise en place des institutions de qualité pour nous amener à un dialogue qui, n'est-ce pas, privilégie et rassemble les compétences afin de redéfinir l'État. Mais cependant, il faut commencer par la responsabilité. Aujourd'hui, les gens veulent se dédouaner de leur responsabilité. De leur responsabilité. Personne ne veut accepter être l'auteur de X événements ou de X situations. Si la République démocratique du Congo traverse cette impasse aujourd'hui d'insécurité, de la mauvaise gouvernance, de la gabegie financière, de la pauvreté, parce que nous sommes désormais les premiers pays classés pauvres du monde, au-delà du fait que nous soyons classés comme ces pays dont les 1/4 de la population meurt de faim, c'est le fait que hier, un nombre d'individus, un nombre de Congolais se sont réunis pour saboter la souveraineté de tout un peuple. Et quand vous dites hier, si tu es un peu... J'ai fait ici allusion au mandat passé. C'est-à-dire que sous Joseph Kabila, pendant que les élections se déroulaient, ces élections n'ont pas représenté les valeurs publiées par la CENI. Ces élections n'ont été que émaillées de la fraude, et ce qui a produit comme conséquence les dirigeants des institutions que nous avons aujourd'hui. Mais vous savez, c'était pourquoi? C'était pour des calculs politiciens. Des intérêts. Des intérêts. Gouverner au travers un autre. Continuer à gérer les institutions. Continuer à garder les pouvoirs. C'est vrai que c'est légitime de rêver, n'est-ce pas, gagner les pouvoirs et la conserver d'une manière ou d'une autre. Mais cette conservation-là n'était pas faite conformément à la volonté souveraine du peuple. C'est ce qui a causé le fait que nous ayons des dirigeants que nous avons aujourd'hui dans les institutions. Entre autres, le président de la République, entre autres, tous ceux qui sont proclamés comme députés et qui finalement, après 2023, se sont forcés à être députés encore une fois. Et cette réalité nous prouve à suffisance que les gens n'étaient pas préparés à vraiment vouloir les progrès de notre nation. Parce que si l'on voulait les progrès de la République démocratique du Congo, on mettrait, ne serait-ce qu'à ce niveau, des gens ayant de la formation
de la qualité, mais aussi de la vision de grandeur à développer cette nation. À partir de la base ou à partir de la limite où Joseph Kabila l'avait laissé. Mais ce qui s'est passé, c'est que le régime passé, dont le président de la République ancien, Joseph Kabila, et ses collaborateurs de Sauvons le Congo, majoritairement qui sont du FCC, ont confectionné cette réussite-là de projet. Mais cependant, ça débouche à ce que nous vivons aujourd'hui. Si les institutions, n'est-ce pas, ne fonctionnent pas en bien pour améliorer les conditions de vie des Congolais, c'est parce que ces institutions n'ont pas été constituées des gens ayant le leadership, des gens ayant de la gouvernance de qualité comme modus operandi. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui de l'impasse, d'où la responsabilité ici est partagée. C'est-à-dire, ceux qui aujourd'hui tentent de revenir pour dire sauver les Congos de l'impasse, ce sont les mêmes personnes qui ont été hier à la manœuvre pour mettre ces mêmes Congos dans l'impasse. Donc ils auraient fait mieux de d'abord opérer leur mea culpa au lieu de venir en sauveur. J'ai tweeté il y a quelques mois passés que la meilleure façon pour le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, de chercher à reconquérir les cœurs des Congolais, c'est en présentant ses excuses à la nation pour avoir organisé des élections qui ont abouti à ce que nous avons eu en 2018, la crise de la légitimité. Et il le ferait mieux en lingala, parce que le lingala reste la langue des maquis, la langue de rue, la langue de l'armée, la langue de tous les coins. Et ça lui servirait à convaincre les Congolais qu'il est aussi Congolais, mais aussi, encore une fois, il ressent la douleur d'avoir posé un acte qui a, n'est-ce pas, aujourd'hui, effrité l'État congolais. Mais pourquoi pas en toutes les 4 langues? Parce que lingala, c'est... Je l'ai bien dit, et je l'ai redit encore une fois, le lingala reste une langue, une des langues nationales, Oui. mais le lingala reste la langue de l'armée, vous comprenez? Le lingala reste la langue des maquis, le lingala reste la langue de la rue. Nous voulons bien que ceux qui sont au fin fond puissent comprendre la quintessence du message. Et vous savez que c'est la langue des ancêtres. Quand nous le parlons, quand nous le communiquons comme notre propre langue, vous sentez la sincérité. Et moi, je souhaiterais, comme je l'ai dit, à ce que ces gens puissent commencer d'abord par présenter les mea culpa de cette lourde responsabilité qui ne peut pas quitter les esprits. Les bradages des élections de 2018. C'est après ce moment-là que nous allons encore établir les responsabilités, parce que ceux qui se retrouvent autour de Sauvons le Congo, prétendument qui veulent venir sauver le Congo de l'impasse, étaient en majorité ceux qui ont géré les institutions hier. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Je ne veux pas dire ici que tous étaient mauvais, mais en majorité, c'était des personnes qui n'ont pas aidé les institutions. Donc, le résultat dans l'ensemble... Le résultat dans l'ensemble n'a pas vraiment amélioré la situation des Congolais. C'est vrai que, de manière isolée, il y a de ces moments de force où Joseph Kabila, avec son gouvernement sous Matata, sous Mozito, sous Matata, ont quand même stabilisé pratiquement la gouvernance du pays. Et les 7 ans à 18 ans, vous savez faire votre analyse et tirer les conséquences. Moins de la moitié du temps. Alors, hormis ces moments-là de prouesse, les restes des temps, Joseph Kabila a partagé les bilans avec plusieurs personnes. Et donc ces personnes se retrouvent autour de lui dans Sauvons le Congo. Mais ce sont les mêmes personnes qui lui ont conseillé hier, une nuit, peut-être à Kingakati, je ne sais pas, de faire un calcul politique pour, n'est-ce pas, saboter les élections de 2018. Est-ce que ces gens se sentent repentis auprès du peuple congolais? Non. Alors, la situation est telle que la responsabilité aujourd'hui de la gouvernance chaotique que nous avons est partagée. Il y a de ceux qui l'ont voulu et ceux qui le matérialisent en acceptant l'offre de brader la souveraineté de notre nation, mais aussi en même temps de prendre un pouvoir qui ne leur revenait pas. C'est ça la réalité. Donc pour que le Congolais nous fasse ou refasse confiance,
je vais parler ici de Sauvons le Congo, il va falloir commencer par les élémentaires. Les élémentaires, c'est aussi mettre à la disposition de tout le monde les clauses qui ont été signées avec les régimes. Qu'est-ce que Joseph Kabila a signé avec Félix-Antoine Tshisekedi au devant d'autres chefs d'État? Vous ne les connaissez pas. Moi, je ne les connais pas. Les régimes en place ne les sait pas et ne les dira peut-être pas. Mais puisqu'il y a un regret... Des individus qui étaient autour de... Bien sûr. De la fameuse deal dont on n'arrive toujours pas à percer. Bien sûr, bien sûr. Ce flou-là, puisqu'aujourd'hui on regrette l'acte posé hier, il va falloir l'éliminer totalement. C'est-à-dire mettre à la disposition de tout le monde cet acte-là. Cet acte-là qui a, n'est-ce pas, consacré les bradages des élections. Mais par rapport aux calculs politiciens, et ça va convaincre les Congolais de savoir les intentions, les vraies, de l'ancien régime et de ceux qui ont signé pour gagner le pouvoir. Ça permettrait à faire un bond de progrès du point de vue d'analyse, du point de vue de la conception générale de l'État que nous avons aujourd'hui, du point de vue de la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que nous devons nous éclaircir sur certains actes de choses qui restent jusqu'à ce jour flous. Qu'est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi a signé avec Joseph Kabila? Personne ne le sait. Mais Joseph Edeba, puisqu'on en est là, est-ce que en mettant sur pied Sauvons le Congo, Joseph Kabila aurait-il manifestement cette intention de revenir au pouvoir? Et dans ce cas-là, est-ce que constitutionnellement, en a-t-il une moindre marge de manœuvre pour ne serait-ce qu'être candidat? Très bonne question. Très bonne question. J'ai toujours dit que j'ai beaucoup de respect envers l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui n'est pas notre ami, qui a été chef d'État pendant 18 ans. Et dans ce pays, nous n'avons pas des Kabila. C'est-à-dire, nous n'avons pas des anciens chefs d'État vivants encore, qui peuvent nous servir de base d'orientation pour les actions publiques et institutionnelles à vocation de transformer la société. Nous n'avons qu'un seul Kabila en République démocratique du Congo. Mais cependant, il y a une précision de taille à apporter. Déjà, en la création de Sauvons le Congo, je vous le garantis, Joseph Kabila n'a jamais demandé d'être placé à la tête de Sauvons le Congo. Et alors, comment il s'y retrouve? Il s'y retrouve parce que les opposants radicaux du régime en place, ceux qui sont prêts même à prendre les armes, surtout ceux qui sont en exil, à l'exception de quelques-uns, ont souhaité à ce que Joseph Kabila soit là pour faire les poids avec Tshisekedi. Donc, voilà pourquoi sa présence en soi, comme patron de Sauvons le Congo, a fragilisé la cohésion de l'opposition aussi. Parce qu'il y a certains acteurs politiques majeurs de ces pays qui ne voudront pas voir Joseph Kabila revenir comme challenger de Tshisekedi. Et ce qui est logique au regard de la Constitution. Ce qui est très logique au regard de la Constitution en son article 70, qui, n'est-ce pas, définit les modalités d'accession au pouvoir, le nombre de mandats qui limitent le pouvoir. C'est ça le droit constitutionnel, qui limite le nombre de mandats pour un président de la République en République démocratique du Congo. Mais aussi qui prévoit, très loin, cette constitution, en son article 220, le fait que nous ne puissions pas toucher à ces matières de souveraineté. Effectivement, on doit ouvrir tout de suite par une question précise. Et alors, Joseph Kabila, l'article 70, qui fait de lui de quelque chose, d'une situation, d'avoir effectivement consommé, épuisé 2 mandats constitutionnels, cela lève devant lui un empêchement définitif de revenir. Alors, Joseph Edeba, vous êtes acteur politique bien réfléchi et moi je considère que c'est une nouvelle énergie qui doit véritablement se constituer en une nouvelle classe politique. Parce que moi je ne parle pas en termes de jeunesse. Lumumba est mort qu'à 36 ans. Oui, oui. Donc il était déjà plus jeune que nous autres qui
qui sommes encore vivants. Donc, c'est la nouvelle classe politique qui doit sortir du fond des eaux. Alors, ne trouvez-vous pas que cette option-là, qui se mijote parfois au travers les interventions de certains animateurs de l'Union sacrée pour le changement de la Constitution, est-ce que ce changement-là, qui visiblement ferait sauter le nombre des mandats, c'est-à-dire Félix qui est là pourrait aller au 3e mandat, ça n'ira pas à ouvrir la même voie à Joseph Kabila de revenir? Ou sinon, comment alors dans ce cas-là, au cas où on arrivait à changer la Constitution, Joseph Kabila fera encore l'objet de cet empêchement définitif? Déjà, il faut décourager la réflexion qui va dans le sens de changer la Constitution. C'est vrai que les textes, parfois, peuvent évoluer. C'est-à-dire que la réalité d'une nation peut faire à ce que nous puissions modifier au cours des années des réalités textuelles que nous avons dans la loi fondamentale. Et la loi fondamentale dans la Constitution a prévu les mécanismes de modifier certains textes. Et non de changer? Et non de changer la Constitution. Et je dois garantir à ceux qui nous suivent que Félix Tshisekedi ne changera pas la Constitution et ne saura pas le faire, même si il était envahi par l'esprit démoniaque de vouloir troubler l'ordre public. Parce que pour qu'il s'appelle président de la République, c'est parce qu'il y a une Constitution qui, n'est-ce pas, lui donne ce pouvoir-là. Et le droit constitutionnel a pour vocation de limiter les pouvoirs politiques afin d'éviter des dégâts sur la concentration du pouvoir. C'est-à-dire que le droit constitutionnel qui nous a produit la Constitution aujourd'hui limite les mandats, c'est-à-dire du point de vue de l'exercice du pouvoir. Ça limite, mais aussi ça définit les modalités d'accession au pouvoir, mais aussi sa fin. Donc, quiconque voudrait, n'est-ce pas, banaliser la loi fondamentale, banalise toute la République. Et à cet effet, on n'aura plus un 3e mandat. On aura les institutions qui vont tomber. Et tout va recommencer à zéro, d'où votre réflexion, que ça ouvrira la porte aussi à Joseph Kabila de revenir comme candidat. Mais même si c'était Mobutu, même si c'était Laurent Désiré Kabila de son vivant, il postulerait parce que désormais, on aura affaire à une nouvelle constitution, aux nouvelles institutions qui ne limiterait pas le nombre, qui ne limiterait pas possiblement le nombre de mandats. Mais ici, avec la constitution actuelle votée par référendum par l'ensemble du peuple congolais en 2006, cette constitution définit les modalités d'accession au pouvoir, mais aussi ça limite les mandats du président de la République à un mandat renouvelable une seule fois, tel que nous les renseigne l'article 70 de la Constitution. Donc, toute manœuvre de l'UDPS tendant à vouloir s'éterniser au pouvoir, comme Paul Biya par exemple, ou comme Sassou Nguesso, alors que nous n'avons pas les mêmes pays, aux mêmes réalités, serait déjà voué à l'échec. Et je vous le dis, ça va crisper davantage et ça va figer davantage les conflits communautaires, ce qui va déboucher à possiblement de la révolution, de la guerre civile et de la rébellion, si vous le voulez. Et vous savez, analysant cette situation, ceux qui ont choisi de prendre les armes aujourd'hui, dont Corneille Nangaa, lui aussi qui n'est pas exempté de la responsabilité du bradage des élections 2018, soubasse ses motivations sur le fait que le régime ait tenté de changer la Constitution. C'était pour une première fois une surprise pour les Congolais de voir que un régime au pouvoir battait campagne pour insulter la Constitution de notre pays.
Et les ministres qui ont pour responsabilité de relever les défis de gouvernance dans les institutions telles que le V. Marcel Prélot, ils battaient par contre campagne dans les fins fonds pour mobiliser les gens sur la voie de changer la Constitution, alors que ce n'était même pas une priorité. Pendant que Félix-Antoine Tshisekedi battait campagne, il n'a jamais présenté au peuple l'urgence et l'opportunité de changer la Constitution. Mais pourquoi maintenant? C'est parce que l'homme, comme l'a dit un auteur, a toujours tendance d'abuser du pouvoir. L'homme a toujours tendance d'aller, n'est-ce pas, aller au-delà de ce qui est prévu. C'est comme ça que la loi les limite. Et donc, cette manœuvre est déjà vouée à l'échec, mais aussi, c'est une des raisons qui, n'est-ce pas, peut constituer la base de la dislocation de la République démocratique du Congo. Mais en même temps aussi, de l'implosion, comme le dit Ndaïwel Isidore. Donc, nous devons craindre, non pas la balkanisation seulement, nous devons craindre ceux qui veulent d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs impunément, la fragmentation de la République démocratique du Congo par le manœuvre qui, n'est-ce pas, ne favorise pas la cohésion nationale, mais aussi l'unité de notre peuple. Parce que l'objectif de gouverner, ce n'est pas de changer les textes. Les textes ne quittent pas les papiers pour venir poser des actes sur terrain. Mais ce sont les humains avec des ambitions, avec de la vision et la discipline de transformer la nation qui doivent, une fois dans les institutions, poser des actes qui transforment la société. Mais chez nous, aujourd'hui, le cas, c'est que nous avons des dirigeants qui ne savent pas répondre aux desiderata de la population, mais qui ne savent pas aussi protéger l'ensemble du peuple. Vous savez, ça représente quoi? Ça représente l'affaiblissement de l'État. Et Max Weber dit, l'État existe lorsqu'il exerce efficacement le monopole de la violence. C'est-à-dire que c'est l'État qui protège. Et si nous observons la situation que nous traversons actuellement de la rébellion à l'est du pays, où l'État ne sait plus exercer les contrôles du territoire de manière entière, si nous observons la situation de Mobondo, où l'État ne sait pas imposer les monopoles de la violence légitime, nous disons qu'il y a effritement, affaiblissement, mais aussi la disparition par déliquescence de l'État congolais. Comment comprenez-vous? D'abord, deux questions là-bas. La première, et comment allez-vous réagir face à cette opinion visiblement grandissante au nom de l'Union sacrée, évoquant que les mandats de Félix Tshisekedi ont été rongés par la situation de la guerre, donc il faudrait trouver un mécanisme pour que ils puissent continuer à travailler. Et deuxième question, puisque vous avez évoqué l'insécurité du fait de Mobundo, qui du reste, l'armée de la République démocratique du Congo, via son porte-parole, je crois Jules Ngongo, qui dit ceci: selon les renseignements en leur possession, eh ben, Mobundo serait entretenu par certains proches ou des personnes qui sont derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et il qualifie déjà Mobundo que c'est déjà une rébellion. Et certaines informations font même état que les localités occupées par les Mobundo ont été débaptisées par ces gens-là. Ça devient comme une autre, je n'ose pas dire république, mais donc l'État congolais est totalement absent là-bas. Alors, comment vous prenez tout ceci? L'armée qui le dit publiquement que bien des personnes, des politiciens ou des proches du président de la République entretiennent cette histoire de Mobundo. Mais et la réaction? Alors, d'abord sur le plan officiel, on ne voit personne être interpellé, parce que ce ne sont pas les hommes de la rue qui disent ça, ce ne sont pas les leaders ou les membres de l'opposition, mais c'est plutôt les forces armées de la République démocratique du Congo qui font cette communication-là. Mais personne n'est interpellé urgemment. Alors, c'est ça la surprise que nous sommes en train de voir. Je vais commencer par répondre à votre première question.
le régime en place nous a démontré qu'il n'a pas été préparé, au travers de ses dirigeants, à venir pour résoudre le problème de notre société. C'est le premier élément. Le deuxième élément, sachant cette réalité-là, ils ne peuvent que réfléchir sur la conservation du pouvoir. D'où... Mais la conservation en dehors de la Constitution... C'est ça. La conservation du pouvoir en dehors des textes légaux, en dehors de la Constitution. D'où vous avez vu le gouvernement, comme je vous l'ai rappelé, battre campagne, Maman Souminois, les ministres, les Guy Luando, les Jean-Pierre Bemba, le président de la République lui-même, battre campagne pour le changement de la Constitution, en dépit du fait que la Constitution est prévu les mécanismes de sa modification si jamais il n'y a pas guerre, si jamais il n'y a pas état de siège. Mais ils l'ont quand même fait, c'est-à-dire qu'ils le font impunément. Mais quand vous suivez quelqu'un qui est avocat de surcroît, qui a quand même les notions sur le droit constitutionnel, dire tout haut que le président de la République aurait une mission divine, et non, ça sous-entend. Et non un mandat, et non un projet de société. Il aurait une mission divine, et tant que cette mission ne sera pas accomplie, il restera président de la République. C'est ce que ce monsieur a dit. Mais demandez-moi, c'est quoi la qualité de ce monsieur? C'est un ministre du gouvernement, reconduit d'ailleurs. Est-ce que ce ne serait José Mpanda, ce qui se dit dans les couloirs, et maintenant lui a pris le courage de... dans leur couloir, et maintenant lui il lance le ton pour voir comment ça va se développer dans la population. Il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. Si José Mpanda, ministre de son État, dit ces choses et n'est jamais recadré, moins encore interpellé, c'est que c'est en connivence avec ceux qui sont au pouvoir. C'est ce qui se trame dans le noir. C'est ce qui se planifie au regard de la situation et au regard des actes posés jusqu'ici par les dirigeants. Il n'en est pas avec le premier. Tendance. Il y a eu le professeur Paul Chilumbu qui, selon lui, on ira au dialogue, c'est pour faire voir aux participants que voilà, les mandats de Tshisekedi ont été bousillés par la guerre. Et maintenant, il est question d'aller au-delà, de recommencer à zéro à partir de 2028. Donc, exactement. oui. C'est pour dire que quand nous regardons les actes, mais les intentions de l'Union sacrée, nous comprenons que soit ce que José Mpanda dit, n'est-ce pas, réaffirme la volonté de forcer les changements de la Constitution, soit la deuxième hypothèse, c'est que José Mpanda, ministre de son État, dit ce propos, tient ces propos, allais-je dire, pour flatter l'ego du chef de l'État. Parce qu'à un moment donné, nous avons vu les ministres être célébrés, être applaudis, non pas parce qu'ils avaient délivré des résultats de gouvernance qui ont fait progresser la nation dans leurs domaines respectifs, mais c'est parce qu'ils battaient campagne pour le changement de la Constitution. Les chefs de l'État vanté Jean-Pierre Bemba, Guy Luando et l'autre, non pas pour avoir amélioré dans leur secteur des choses, mais cependant pour avoir sillonné la République, lui accompagnant dans ce projet-là. Et donc il n'y a que deux hypothèses. Soit José Mpanda dit la vérité qui se trame dans le couloir, soit il veut flatter l'ego du chef de l'État. Mais dans tout ça, même si vous étiez un ange, même si vous étiez l'ange Gabriel, même si vous étiez Satan, la loi fondamentale a prévu la limitation des mandats. Et Félix-Antoine Tshisekedi est en train de, n'est-ce pas, aller vers la fin de son deuxième et dernier mandat. Constitutionnel. Il ne peut plus, en vertu de la Constitution, tenter de revenir comme président prochainement. De la même manière pour Joseph Kabila. C'est-à-dire que la loi a déjà tranché. Que vous ayez des bons projets ou pas, que vous ayez la mission divine transmise par Michael, il faut le faire dans votre temps. Il faut le faire dans votre temps, les cas échéants, soit
les laisser sur la table pour celui qui va venir après. Au nom de la continuité de l'État, celui-là verra l'importance de votre mission et choisira soit de continuer, si c'est pour le salut de la République, mais si c'est pour le salut individuel, il va choisir de le mettre peut-être à côté et personne ne va le condamner. Mais ceci me rappelle Roland Dallot, le pasteur du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. D'aucuns se souviendra de l'intervention de Roland Dallot. D'ailleurs, je vais en évoquer deux. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé cet élément-là. Il disait ceci. Chaque fois que je prie pour le président, le Seigneur me fait comprendre que la République démocratique du Congo, là c'est Roland Dallot, le pasteur de Félix Tshisekedi, du président de la République, que la RDC n'atteindra pas son apogée sous Félix Tshisekedi, même si il allait au-delà de son premier mandat, il allait même au-delà de 2028. Et il a renchéri en disant que ce n'est qu'avec celui qui viendra après Félix Tshisekedi. Là, c'est le pasteur Roland Dallot, le pasteur du président de la République. Mais pourquoi lui, son pasteur, ne l'a pas flatté? Et dernièrement, après les élections de 2023, le président Félix Tshisekedi, en plein culte, le président Roland Dallot, plutôt le pasteur, il revient encore à la charge en lui demandant de ne pas aller au troisième mandat. Moi, je pense pour ma part que le président se réfère à son pasteur. Sinon, ce sont les flatteurs qui vont l'accompagner dans un trou noir. Aujourd'hui, Joseph Kabila, Telengana, c'est à cause des mêmes personnes. D'ailleurs, Maître José Panda, quelqu'un que j'aime bien, que j'ai connu depuis 2005, là il était encore avocat, il a travaillé avec Joseph Kabila, ministre. C'est Kabila qui commence à faire de lui un ministre. Avant Kabila, c'est Ngoïka Sanji qui fait de lui son chargé de mission. Ngoïka Sanji, gouverneur de la province du Kasaï oriental. C'est de là que José Panda entre en politique. Donc par la Kabylie. Mais aujourd'hui, il ne pipe pas mot sous Joseph Kabila. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'en fera pas autant quand ils auront envoyé le président Félix Tshisekedi dans quelque chose qui n'est pas bon? Et pour boucler ça, je reprends les propos de lui-même, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui disait ceci: un homme normal ne peut pas aller au-delà de 10 ans à la tête d'un pays, surtout comme la RDC. Il n'a pas évoqué beaucoup de choses, mais laissez-le faire les choses selon ses propres convictions. Parce qu'aujourd'hui, on nous amène des initiatives bidons telles Sauvons le Congo, ainsi de suite. Mais il fallait tout faire et faire mieux pendant les 18 années. On doit quand même être sérieux, il s'agit de la République. On va revenir sauver quoi et par rapport à quoi, et pour autant avoir laissé des méthodes et qui ont caractérisé en tout cas la classe politique. C'est ainsi qu'ils amènent les mêmes réflexions autour du président de la République. Regardez, lui qui a consacré ce pays d'entre les mains du Seigneur, mais aujourd'hui, que ne voyons-nous pas? Des chefs coutumiers, des féticheurs qui viennent publiquement faire, soi-disant, des cérémonies ou des incantations au cimetière de la Gombe. Alors, vous êtes en train de mélanger deux chocs, ou deux énergies qui ne se marient jamais. Et en cas de choc, la victime, à vous de répondre, ce sera qui? Joseph Edeba, comment comprendre que Jean-Pierre Bemba avait accusé Kabila d'être derrière le Mobundo, et aujourd'hui, ceux qui sont attitrés, ceux qui organisent les renseignements militaires le disent tout haut, que ce sont des personnes derrière le pouvoir, derrière le président de la République. Comment expliquer que cette classe politique au pouvoir se contredise comme ici? Ou alors, pour être mieux coté, il faut insulter Kabila ou le vilipender, et là on a de la place. Ou qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'image que nous donnons? De dysfonctionnement ou je ne sais de quoi? Votre approche à ça? Alors, je vais rapidement évoquer un notaire
Allez-y vite parce que C'est je souhaiterais qu'on finisse par parler un peu des activités de la force républicaine du Congo, parce que ce dernier temps, vous avez été un peu injoignable, mais on vous suivait à travers les images sur Facebook, différentes activités. Donc, on essaie un peu... Vous y allez vite je vais rapidement. Je vais lire Laurent Combalbert qui disait que pendant la période de la crise, seul le chef de l'État, le président de la République, est l'individu qui peut décider de changer les pays en bien comme en mal, quitte à mettre fin aux crises ou à les faire prospérer. La situation que nous sommes en train de traverser actuellement est responsabilité première du chef de l'État. Il a juré de protéger l'ensemble de la population. Il a juré de veiller sur, n'est-ce pas, le respect de la Constitution. Mais qu'est-ce que nous voyons si ce n'est pas le déphasage des objectifs qu'avait le président de la République hier? Aujourd'hui, l'État, je vous l'ai dit, s'est affaibli parce que l'État ne sait pas imposer les monopoles de la violence légitime à l'est de la République démocratique du Congo et à Mobondo, qui n'est pas loin de Kinshasa. Devons-nous dire que nous n'avons plus une armée? Devons-nous déduire qu'au regard de plusieurs communiqués multipliés par l'armée, sans résultat probant, qu'il y a un problème de l'ordre et la subordination des rangs, d'autant plus que beaucoup de généraux sont sous le verrou aujourd'hui et continuent à l'être au fur et à mesure. Devons-nous dire que nous n'avons plus une armée? Non, mais je pense que nous devons redéfinir les responsabilités des uns et des autres. L'attitude du gouvernement serait cette attitude de privilégier la sécurité des Congolais et de leurs biens. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que l'État a perdu ses membres. Ceux qui opèrent aujourd'hui à l'est du pays n'obéissent pas à ces monopoles de violence. Ce monopole n'est pas respecté ailleurs. Ce monopole n'est pas respecté ici, non loin de Kinshasa. Devons-nous dire que nous avons plus un État? Parce que selon la convention de Montevideo 1933, il est dit qu'un État disparaît par déliquescence dès lors qu'il ne sait pas répondre aux desiderata de sa population. Les desiderata de la population, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité. Même dans la ville-province de Kinshasa, où le phénomène Koulouna aujourd'hui a prospéré, jusqu'à Gombe, qui était considéré comme une commune à l'abri des institutions, à l'abri de la menace. Mais aussi, les desiderata de la population, c'est, n'est-ce pas, être protégé dans l'ensemble du territoire. C'est ça. Si ce n'est pas le cas, comme le disait Max Weber encore, nous avons affaire à des opportunistes qui sont en train de gérer les institutions. Et alors, pour qu'il y ait des institutions fortes, il faut qu'il y ait quand même cette discipline d'avoir une vision, mais les actes doivent suivre les paroles. L'armée aujourd'hui dénonce. Pour que la population fasse quoi? Pour que la population aille combattre la place de l'armée? Qu'elle en soit informée seulement. L'information serait de dire qu'on a neutralisé. C'est ça le monopole de la violence. Puisqu'ils en ont les Puisqu'ils en ont la légitimité d'ailleurs. Donc moi je pense qu'ils devraient plutôt parler au commandant suprême. Ces même rapports, pas à travers le micro, lui dire que voilà les noms des personnes faites parvenir qui sont derrière vous et nous voulons mettre la main sur ces personnes-là. Mais ça nous rappelle l'histoire de Mbosso au perchoir de l'Assemblée nationale qui disait quitter les groupes armés. Il disait ces mots aux députés, mais il n'a jamais mis sur la liste les noms de ces députés pour que le peuple puisse savoir qui est derrière un groupe armé ou pas. Si l'armée aujourd'hui pense se communiquer, c'est pour que la population fasse quoi? Pour que la population soit tétanisée de savoir qu'il n'est plus protégé. C'est-à-dire que, comme vous l'aviez dit, ces rapports auraient plus d'utilité quand elle est adressée au chef de l'État avec les noms
des personnes déjà. Des personnes faisant objet qui de ces subventionnent. renseignements-là. Mais évidemment, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, très loin, quand vous observez ce qui se passe, c'est que même l'armée commence à ne plus avoir confiance. Or, en ce moment, l'armée devait être, n'est-ce pas, haranguée, mobilisée comme un seul homme, afin de, n'est-ce pas, revendiquer des victoires. Mais ça fait triste. Oui. Ça choque. Parce que nous n'avions pas cette situation hier. D'où les sabotages de la souveraineté des élections du peuple congolais en 2018 nous amènent à cette situation où même les Congolais ne savent plus qui les protège, au point que notre souveraineté est bradée par un accord qui est signé avec faiblesse. Justement, c'est le deuxième grand événement politique que nous avons retenu, et on devait en parler. Vous êtes déjà sur ce sujet-là. L'accord a été finalement signé par les deux chefs d'État, président Félix Tshisekedi pour la RDC et Paul Kagame pour le Rwanda, avec tout ce qu'on a vu comme scénario, comme mouvement de corps, mouvement de visage. Joseph et Débat, vous êtes une tête pensante. Deux opinions se dégagent et sont en confrontation. L'une qui pense que nos ressources venaient d'être bradées pour une période presque tout un siècle et que l'avenir de nos progénitures serait déjà mis en danger. Et une autre opinion qui soutient fermement que c'est l'idéal pour en finir une bonne fois pour toutes avec les velléités expansionnistes du Rwanda. Comment vous appréhendez les deux opinions autour de cet accord qui est l'un des deux grands événements politiques que nous avons mis sur notre plateau ce jour? Alors, il faut dire que la République démocratique du Congo, elle est faible dans cette histoire. C'est-à-dire? Déjà, que la République démocratique du Congo, en période de faiblesse, mais aussi en état de faiblesse, part négocier un accord. Et Hans Morgetan dit que le problème, ce n'est pas les États-Unis. Le problème, ce n'est pas les États-Unis, mais le problème réside sur le fait que nous soyons dans une période de faiblesse, mais que nous soyons aussi intérieurement divisés, mais en même temps, nous allons négocier un accord. Mais nous sommes fragilisés. Parce que il n'y a pas la volonté populaire et collective pour donner mandat à ceux qui nous dirigent d'aller signer un accord. Il n'y a pas contrôle parlementaire. C'est-à-dire, comme le prévoit l'article 214 de la Constitution, que tout accord qui a trait à la souveraineté, un accord international, puisse passer par, au préalable, l'Assemblée nationale qui doit juger de sa pertinence, checker les pièges, voir là où on a été piégé, pour, n'est-ce pas, donner l'aval à la ratification. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas avec quoi. C'est une violation, encore une fois, de la Constitution par le gouvernement de Mme Souminois, qui n'a pas compétence à envoyer son ministre des Affaires étrangères à aller ratifier ou signer un traité ou accord à l'international. Parce que le gouvernement, selon l'esprit de l'article 213-14, n'a que responsabilité à signer les accords, par exemple, qui n'ont jamais trait à la sécurité et à la souveraineté, comme les accords de coopération pour le transport public avec la Chine, par exemple. Et là, le gouvernement signe, mais en informe le Parlement. Mais ici, il est question de parler de la souveraineté de notre nation, où il faut commencer par le préalable. Le peuple ne connaît rien de cet accord. Le peuple n'a pas été saisi au préalable. C'est un groupe d'individus qui ont décidé d'aller vers la recherche de la solution à l'étranger. Et ça prouve à suffisance combien nous n'avons plus un État. Mais aussi cet accord consacre les bradages de nos ressources naturelles. Tandis que dans la Constitution, la loi fondamentale, il est dit à l'article 9
que l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, sur le sous-sol, les eaux, les forêts, sur les espaces aériens, le fluvial, lacustre et maritime. Maintenant que désormais, il va falloir consacrer l'exploitation mutuelle de nos frontières. Avec le Rwanda? Avec le Rwanda. C'est que l'État a perdu sa souveraineté. Est-ce qu'on est, en quelque sorte, on a changé le statut que devrait porter le Rwanda, celui d'agresseur? Maintenant, on lui fait porter le statut de partenaire. Et de la façon la plus officielle possible. Mais c'est de la façon la plus officielle que nous avons dédouané le Rwanda de la responsabilité de mettre à l'est de la République démocratique. Joseph fait débat avec vous, on n'en finira jamais. Je prie le bon Dieu qui me donne encore cette occasion de commencer l'année 2026 avec vous pour donner le tonus de ce que sera en effet cette émission pour l'an 2026. Et d'ailleurs, vous m'aviez tout à l'heure soufflé une idée que j'épouse. Je crois que l'année qui commence, nous avons d'abord signifié que le magazine Rendez-vous est bel et bien là. Nous en appelons tout le monde à des grandes réflexions. On n'a pas besoin, on n'a pas le temps de vous offrir des spectacles inutiles sur le plateau. Et nous pensons qu'on aura au maximum, on aura des séances avec seulement 2 invités et de bonne qualité qui viendront ne donner qu'aux Congolais que des réflexions, des chocs d'idées et non pas nous amener des histoires qui ne sont pas intéressantes. Alors, il nous reste que quelques 5 minutes pour terminer. Vous êtes le président des forces républicaines du Congo et que moi, je l'ai dit ici, c'est une nouvelle classe politique que moi je ne vois pas en termes de jeunesse ou d'âge. Il n'en est pas question. Alors, quel a été d'abord, vous avez terminé l'année par quel genre d'activité au niveau de votre mouvement? Parce que vous avez été un peu difficile à mettre la main dessus, mais sinon les images nous faisaient croire que vous étiez tout le temps dans des grandes rencontres, on en a vu. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette année, le FRC? Alors, ce qu'il faut retenir pour le FRC, c'est que, chers aînés, chers compatriotes, nous sommes dans une situation d'impasse, c'est vrai, qui découle de la multiplication d'actes qui ont saboté l'État aujourd'hui. Mais l'État ne peut pas exister sans le peuple. En droit international, il y a les éléments constitutifs d'un État. Tout d'abord, la population. S'il n'y a pas de population, il n'y a pas d'État. Ensuite vient l'armée, la monnaie et tout ce que vous voulez. Mais ce que nous vivons aujourd'hui nous intéresse et intéresse la population qui, lui aussi à son tour, se dédouane. Il ne veut pas être responsable de ce qui nous arrive. Or, un peuple ne mérite que ses dirigeants. Un peuple qui atteint, selon Jean-Jacques Rousseau, la maturité de l'esclavage, c'est un peuple qui ne sait plus revendiquer ses droits et libertés. Et nous sommes ce peuple-là aujourd'hui. Parce que si le peuple était éveillé, prudent, conscient, mobilisé, les dirigeants politiques auraient pour modus operandi la rigueur. C'est d'où même nous tirons notre slogan, la force du peuple est égale à la rigueur de l'État. Parce que si le peuple est vigilant à observer ce qui se passe, on ne nous signerait pas un accord à l'international et venir nous mentir pour que nous puissions sortir dans les rues, applaudir et après des jours, qu'il y ait résurgence d'insécurité à l'est du pays. Non. Le peuple ne peut plus être trompé. Le peuple doit se considérer être au centre du pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir auront peur de savoir qu'attention, il suffit de mal gérer, de mal gouverner, vous aurez en face de vous la population. Je prends ici l'exemple du Kenya, l'Angola, récemment au Madagascar. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand les dirigeants ont tendance d'aller au travers leur mission qu'ils ont en face de la population
et ça crée cette cohésion, ça crée cette, n'est-ce pas, unité où le peuple veille sur les institutions. Parce que c'est lui qui a la qualité, la légitimité de voter ce qui nous représente à l'Assemblée nationale, de voter les chefs de l'État. C'est eux qui placent les dirigeants des institutions en place. Votre mot En de la fonction. fin pour Et cette émission notre aujourd'hui? combat, Oui. c'est celle de réveiller l'opinion publique. D'appeler autour de nous cette jeunesse, cette force vive. Je ne vais pas parler de la jeunesse parce qu'il y a une sorte de définition erronée de la chose. La compétence n'est toujours pas jeune. Ça, il faut les classer. On n'a pas que des compétents parce qu'on est jeune, non. On n'est pas compétent parce qu'on est jeune forcément, non. La compétence, c'est la formation, c'est l'expérience, c'est aussi la connaissance. Que vous soyez jeunes ou vieux, mais votre apport est d'utilité agréable pour faire progresser la nation. Voilà pourquoi nous, au FRC, nous avons pensé que le peuple doit être mobilisé. Nous devons recréer la classe politique avec des personnes ayant des ambitions à gouverner l'État avec des résultats qui améliorent les conditions de vie de la population. Mais nous puissions aussi mettre en place une dynamique qui rassemble les talents qui sont porteurs des valeurs. Parce que depuis l'époque de Jésus-Christ, ceux qui dirigeaient les nations et les cités étaient des porteurs des valeurs et non pas des usurpateurs comme des menteurs que nous avons aujourd'hui à la tête de nos institutions. Et donc, en effet, pour boucler, une parenthèse sur les FRC, nous avons posé des actes. Et dans la logique actuelle, vous savez que la paix durable n'est pas l'absence de la violence. Mais la paix durable, c'est l'accumulation et le rassemblement de toutes ces décisions qui peuvent favoriser la mise en scène de l'unité nationale. Parce qu'il faut des remèdes structurels. Et ça ne peut que passer au travers des dialogues. Voilà pourquoi nous sommes allés à la rencontre de quelques acteurs politiques clés, au-delà du fait que nous organisions nos activités de terrain, les adhésions des grands leaders. Nous sommes allés à leur rencontre pour aborder ces questions avec notre façon de voir les choses, mais aussi arrondir les angles pour voir comment est-ce que nous pouvons pousser les dirigeants à, n'est-ce pas, choisir la voie du dialogue qui reste la voie qui nous rassemblera autour des divergences afin que nous puissions déceler les causes profondes de la mauvaise gouvernance, de l'insécurité et de la gouvernance hésitante militaire qui, n'est-ce pas, ne produit pas de résultats de terrain, mais des communiqués. Merci beaucoup, Joseph Edeba. Je me demande si, avec toi seul sur le plateau, je n'arrive pas à terminer l'émission. Et alors, je me demande si jamais, et j'en avais deux invités, et de cette gabarit-là, est-ce que ça allait être facile? Vraiment. Je pense que l'essentiel, c'est d'être respectueux. En effet. Oui, et puis du citoyen congolais qui sacrifie ne serait-ce que ses unités pour nous suivre. Donc, il n'a pas droit à du n'importe quoi. Je vous dis merci d'avoir été avec nous. Un grand merci. Un grand merci. Nous terminons par les vœux, meilleurs vœux pour l'année 2026. Nous souhaitons une stabilité en triple, c'est-à-dire la santé, la finance et toute la paix. Nous pensons à Kim Fila, qui est aux États-Unis, à Maryland. Je suis très content de tout ce que vous m'avez expliqué. Selon lui, le général Sylvain Ekenge n'a pas dit faux, mais que c'était pas convenable que lui tienne ces propos-là. Ce sont des réalités qui se passent dans notre société. Et donc voilà, je ne voudrais pas entrer en détail de tout ce qu'il m'a expliqué parce que lui en est une victime de cela. Bien de bonnes choses à toi depuis Maryland aux États-Unis. Mais il faut ajouter à notre frère de Maryland une réalité, c'est que ce que le général Ekenge a dit, puisqu'il représente l'armée, puisqu'il a les cutis, il avait les cutis, pas plus tard qu'hier, de parler au nom de l'armée. C'est-à-dire, l'armée a un commandant suprême. Il représentait même le commandant suprême. Cet avis n'est pas isolé, c'est un avis qui est partagé même avec la présidence de la République. Parce que si vous voyez, il y a quelques jours ici passés, le chef de l'État a reçu
Ces deux journalistes dont vous savez qui sont à la base de la ségrégation en République démocratique du Congo, c'est eux qui sont à la base des insultes, c'est eux qui sont à la base de toutes ces considérations qui aujourd'hui même est pris comme langage de l'armée. Et je pense que, comme il a bien souligné, les généraux ne pouvaient pas aborder des questions de sensibilité comme ça à la télévision parce qu'ils portaient les mandats publics de l'État, dépositaires de la parole. Merci bien, meilleurs vœux à toi aussi, Christian Kabasele, depuis Londres. Attendez au Kata, au blacklisté Bissot, mais on est toujours avec toi. Meilleurs vœux à Alain Mouchidi Kyungu. Je pense que je serai très heureux de vous retrouver dans ce cadre de rendez-vous comme convenu après les moments de festivité. Et meilleurs vœux à Edjoukou. Bonne fin d'année et meilleure année 2026 pour toi, Yannick Kamwanya, ainsi que tous les enfants, Christian Kabasele, Moïse Nsolochi, toute ma famille. Et nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser cette émission. D'ailleurs, qui vous voyez ceux qui vous renvoient à ces belles images que vous appréciez tous. Andrea Nzola Messo qui tient et qui fait désormais les doubles brassards parce que le DT Mouka étant un peu indisponible. Voilà, Andrea Nzola Messo, merci à toi. Merci à Karine qui a toujours été là, disponible pour vous gérer ce grand plateau. Merci à Martin ainsi que Gaël. Et bien de bonnes choses à toi, Mopanzi Sango. Pour tous ces efforts qui témoignent de votre engagement et sacrifice. Voilà, terminons en beauté cette année et on se retrouve au prochain numéro. Merci.